Alors, je sais pas trop où regarder, du coup. Mais Regarde-moi. je regarde un peu partout. Mes petites beautés, bonjour et bienvenue sur cet nouvel épisode de Système. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on retrouve Ben, du coup, Benjamin. Salut Benjamin. Salut. Je vais continuer à t'appeler Ben, du coup. On peut s'appeler Ben, Benjamin. Tu peux m'appeler PE, même si j'en ai déjà parlé. C'est pas le surnom que j'adore. Mais pour autant, on se connaît déjà, donc ça va faciliter la conversation, je pense. Exactement. J'ai envie de commencer par une chose, du coup. Enfin, tu vois, je veux pas faire la présentation qu'on fait d'habitude, un truc un peu chiant, tu vois, qu'on va dérouler chronologiquement. Si tu t'étais dans un Uber, que tu devais te présenter, tu dirais quoi exactement ? Wow. Wow. Moi, je commence comme ça. Je m'appelle Benjamin, j'ai 33 ans, j'habite en région parisienne. Et puis, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. Et actuellement, ce qui me passionne à fond, c'est l'immobilier. Et donc, je fais de l'immobilier, j'achète, je revends. Et entre-temps, j'essaie de créer de la valeur dans l'immobilier. Et c'est mon métier, marchand de biens. Et ça, c'est mon job du moment. Et à côté de ça, je suis passionné par tout un tas de trucs. Le sport, apprendre des trucs, des projets et puis ma petite famille. Voilà. Trop cool. Bah, tu vois, chers auditeurs, je pense que vous l'avez compris, Benjamin, il a un profil très, très, très diversifié. Et je pense qu'on va pouvoir creuser dans plein de sens. Et je pense que, on en a prévu pour à peu près 1 heure, mais on n'aura pas le temps de tout débroussailler, malheureusement. Mais ça fera peut-être l'occasion d'un prochain épisode. On ne sait pas. Comment on s'est rencontrés, Benjamin ? Donne ta version et je redirai ma version ensuite. On s'est rencontrés dans le cadre du sport en fait. Ouais, dans le cadre du sport, je pense. Dans le cadre du sport, on fréquentait la même salle de sport, de CrossFit, et on s'est connus à ce moment-là. Et puis je menais un projet à ce moment-là qui était dans l'IMO aussi. Exactement. Et puis on est amené à matcher, exactement. En fait, pour la petite histoire, moi, j'avais toujours eu envie de faire de l'immobilier. Et en fait, le thème principal d'aujourd'hui, ça va être l'immobilier parce que j'ai énormément de questions là-dessus. Je ne sais pas si je t'en ai parlé. J'ai pas beaucoup de réponses, peut-être. On verra. Je pense honnêtement que tu en as pas mal. Mais j'ai énormément de questions de comment on fait pour investir en immobilier. C'est l'investissement préféré des Français. Et pourtant, c'est un peu cette boîte noire et on ne sait pas trop par quel bout y passer. Malgré le fait qu'il y a plein de formations qui en parlent. Et donc, en fait, c'était l'objet de la chose. Personnellement, j'étais en train de rechercher. Je sais que tu avais fait une des formations en ligne. Enfin, pas une déformation, mais une formation en ligne. On ne sait pas trop des fois. Et donc, j'ai regardé les témoignages. Et là, qui je vois ? Ben de la formation. Donc, je me suis dit, vas-y, on s'appelle. Et à la fin, on parle, tu m'en fais la recommandation de vas-y, fonce, c'est trop bien. Et à la fin, tu me dis, mais tu sais, je fais de l'accompagnement aussi. et donc, voilà. Match avec closé, exactement. Avant de se lancer vraiment dans l'hostilité, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est, tu vois, ce que je commence je commence toujours les interviews en disant, il y a un système que tu as mis en place dans ta vie de tous les jours sur un peu les 3 grands piliers, santé mentale, santé physique et business. Ça serait quoi le système que tu utilises aujourd'hui et que tu recommanderais aux auditeurs d'implémenter dans leur vie ? J'ai essayé tout un tas de systèmes, j'ai lu un paquet de bouquins parce que je suis un peu fanat de bouquins aussi. Je peux être un peu obsessionnel dans des systèmes et dans des process. Et finalement, moi, mon process, c'est de faire un peu comme je le sens, au feeling. C'est-à-dire de ne pas tout cadrer. Alors, j'ai essayé de cadrer, j'ai essayé de me mettre des routines, j'ai essayé les 5 a.m. morning, tout et plein de trucs. Je te dirais que maintenant, moi, ma routine, ça va être d'avoir des temps assez intenses. Le début de semaine, j'aime bien que le début de semaine soit assez intense en termes de boulot et de travail. De mettre régulièrement du sport et de l'activité physique parce que sinon, ça va pas bien. Okay. Je suis un peu trop d'énergie, donc il faut que je me défoule. De m'alimenter au niveau intellectuel. Okay. Donc j'aime bien lire, j'aime bien écouter des podcasts, j'aime bien apprendre des nouvelles choses, toujours des trucs nouveaux, c'est sympa. Okay. Et puis j'ai tendance à finir ma semaine, tu vois, un peu down et récupérer le week-end, ce que je faisais pas forcément trop avant. Et maintenant, j'ai tendance à être plus cool ou en famille, avec des potes, avec des amis, ma petite fille, etc. Et cool. Ok, trop bien. J'ai l'impression que les personnes qui ont beaucoup d'activités au démarrage testent, tu vois, des morning routines, des choses qui viennent finalement faire des gros tunnels de 2-3 heures tous les matins. Et en fait, c'est un peu une sorte de stratégie d'évitement, tu vois, pour éviter de faire ce qui compte vraiment, c'est-à-dire généralement le business ou autre. Et tu vois, si je fais un peu l'écho avec l'épisode de la dernière fois avec Maxime Barbier, c'est exactement ça. Tu vois, il a testé plein de trucs, le 5 a.m. morning, etc.
Et en fait, lui, aujourd'hui, il prône l'anti-routine, tu vois, de garder que ce qui est vraiment essentiel pour toi. Pourquoi tu te dis aujourd'hui, je suis un peu au feeling Est-ce que tu n'as pas peur de passer à côté de quelque chose, tu vois? C'est l'inverse. Okay. En fait, je pense que c'est en croyant qu'il y a une solution miracle que tu passes à côté de ton vrai toi et de ton vrai ce que tu veux. J'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de copier ce qui avait l'air de marcher chez les autres. Mais entre ce qui a l'air de marcher chez les autres et ce qui marche chez toi, déjà, il y a potentiellement un gros gap. Ouais. Et puis, et en fait, en voulant copier, des fois, tu idéalises une situation ou un gars ou une nana ou quelqu'un en tout cas. Et c'est peut-être pas forcément déjà la réalité et puis ce qu'il te faut vraiment. Ouais, je suis totalement, partiellement d'accord et assez d'accord globalement. Je trouve qu'il faut, en fait, le pire truc, c'est de pas tester, tu vois, c'est de se rester en mode, je vais juste vivre, tu vois, et pas tester les choses. Moi, j'ai eu besoin d'un moment donné copier avant de trouver mes propres trucs qui fonctionnaient pour moi. Et je pense que sans cette étape de je copie et j'essaie de trouver ce qui fonctionne en testant, tu vois, sur une base de trimestre, gardant et en enlevant, tu vois, parce qu'il y a ces deux travails, tu vois, de travail, parce que c'est deux trucs individuels mais pas travaux, ok. J'ai pas fait une faute d'orthographe, ok. Mais c'est deux travails individuels de j'additionne des nouvelles habitudes et je dégage ce qui ne m'apporte rien. Ouais. Je trouve que c'était important ces phases-là. Je suis bien d'accord avec toi et en fait, des fois, tu as tendance à mettre beaucoup. Ouais. Et l'essentiel, c'est d'en virer un maximum. Ouais, exactement. mais je suis d'accord que si tu tentes rien, t'as rien. Je suis d'accord. On peut attaquer, si tu veux, sur le sujet de l'immobilier. Alors, moi, j'ai pas suivi tes dernières prouesses en immobilier, mais je sais qu'à l'époque, quand tu vois, j'ai commencé à être formé avec toi, tu avais un track record, donc un ensemble de réalisations qui était assez impressionnante. Si tu devais un peu résumer ce que tu as fait aujourd'hui au niveau de ta carrière en immobilier, ça serait quoi? J'ai fait ça déjà à côté de mon boulot initial. Et je l'ai fait de l'immobilier locatif, donc achat, rénovation ou pas, mise en location, souvent oui, et mise en location. Et puis l'idée, c'était de se créer un petit complément de revenus, même un gros complément de revenus, préparer le futur, pouvoir être plus libre dans mes activités, pouvoir switcher avec un peu plus de sérénité. Ça, c'était le démarrage. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai dû faire entre 25 et 30 acquisitions de biens immobiliers. Ce qui est colossal. Et j'ai commencé à en revendre certains à un moment donné, pour diverses raisons, pour changer de secteur, etc. J'ai investi dans différents endroits. Et je me suis dit, c'est pas mal de revendre aussi. À un moment donné, on acte des plus-values, on touche une somme d'argent, on rembourse sa banque et puis il nous reste un peu de cash. Et je trouvais ça sympa de revendre et d'encaisser des plus-values. Et j'ai découvert qu'il y avait un métier qui était celui-ci, qui était de créer de la valeur dans l'immobilier, assez court-termiste, c'est-à-dire 12, 24, 36 mois, 2-3 ans, et d'acheter et revendre, in fine, un bien pour un nouvel acquéreur, une résidence principale, un investisseur locatif ou quoi que ce soit. Et entre-temps, prendre une partie de ce qu'on pouvait générer comme valeur. Et c'est ce que je fais maintenant en marchand, donc l'activité de marchand de biens. C'est quoi en termes de nombre d'opérations? Là, je vais avoir une quinzaine d'opérations, une dizaine de clôturées, et puis certaines à venir, quoi. Là, maintenant, principalement en Ile-de-France et dans le sud de la France, là où je suis originaire. En termes de volume d'affaires, je n'ai pas en tête là, mais c'est plusieurs millions. Je pense que là, sur 2024, on va faire 3 ou 4 millions au niveau des montants de volume qu'on va générer. Sachant que c'est pas de la marge pure, on n'est pas sur de la marge pure, c'est pas du service du tout, il y a des actifs, mais voilà. Et c'est très sympa, c'est une aventure qu'on avance projet par projet, on découvre plein de choses, c'est très varié, on fait aussi bien des locaux commerciaux que des habitations, des immeubles, et voilà, un petit peu. Trop cool. Imaginons que j'y connaisse rien, du coup. Yes. Là, déjà, la première chose que j'ai envie de me dire, c'est il y a quand même un switch de projet, tu vois, au démarrage où tu te dis, je vais générer du complément de revenus. Ça va être à côté de mon travail, jusqu'au switch où tu te dis, je vais passer en marchand de biens, achat-revente. Quelque chose, j'ai l'impression que tu peux pas faire en side project, tu vois, à côté de ton job, non ? Beaucoup plus complexe. Alors, il y a certains qui vont le faire et vont peut-être avoir un coût, une opportunité de temps en temps. Mais c'est plus compliqué de le gérer en side project, alors que l'investissement locatif, ça fait partie un petit peu des classes d'actifs sur lesquelles on va nous dire fais ça en parallèle ton job,
pour préparer la suite. Exactement. C'est un peu ça l'idée. Ce que j'ai fait d'ailleurs de mon côté, quoi. Ce que tu as fait, et pour revenir là-dessus, en fait, on t'a accompagné à faire ton premier invest locatif, qui s'est bien passé, je crois. Ouais, c'est très bien passé d'ailleurs, mais même quasiment on peut dire les 2 premiers, parce qu'en fait j'en ai fait quasiment 2 d'un coup. Et ça s'est très bien passé. C'était très cool. Je faisais ça avec un associé. C'était bonjour Tim, d'ailleurs. on l'embrasse. Et maintenant on a arrêté parce qu'on s'est concentré. Encore une fois, il a fallu choisir un peu dans les activités. Et ça marchait très bien pour les gens qu'on accompagnait pour le coup. Mais on s'est reconcentré lui sur un autre business et moi sur l'activité de marchand de biens pour continuer, pour grossir, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'on t'a enlevé quelques frictions au démarrage, quoi. C'est clair. En fait, tu vois, c'est ce que je dis toujours, c'est les formations en ligne, c'est très bien. Mais en fait, le principe des formations en ligne, c'est un peu comme les salles de sport, c'est qu'on parie sur le fait que tu vas jamais les faire. Tu vois, et genre, salle de sport, le business model de la salle de sport est basé sur le surbooking, sauf au CrossFit où tu es censé aller un peu plus régulièrement, les cours collectifs pareil. Mais concrètement, tu vas. Alors, je vais peut-être pas signer des. Si on va les citer, on s'en fout. C'est en plusieurs parce que. Tu vas à Fitness Park ou Basic Fit pour pas les citer. C'est vrai que tu as un taux d'occupation, je sais pas, qui doit être à 10 ou 20%, enfin en tout cas d'engagement. Et donc, tu as un surbooking de malade, quoi, parce que le business model même est pareil sur le fait que tu vas pas y aller. C'est vrai que c'est connaissant un peu le milieu de la formation, les formations en ligne en général, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres choses, en fait, tout domaine confondu. Effectivement, sur les 100 personnes qui vont acheter une formation, s'il y en a 10 qui font quelque chose. C'est ouf. Alors, j'ai plus les stats en tête, mais de mémoire, je crois que qui ouvrent. Qui font la formation. Je crois qu'il y a 20% ou 30% qui vont même pas sur l'espace membre de formation, un truc comme ça, c'est un truc de dingue. Ceux qui s'arrêtent au bout d'une semaine ou 10% de la formation, en fait, le taux de le drop-out, il est hyper important et très rapide. Et c'est ouf. Des fois, c'est incompréhensible, mais il y a des gens qui ont besoin, en fait, de formation, et ça leur suffit. Ils ont besoin de la théorie, et puis ils vont passer à l'acte et ils vont passer à la pratique derrière. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à franchir le cap. Ouais, c'est assez ouf. Tu vois, pour faire un petit parallèle, actuellement, je fais une formation de coach sportif, tu vois, pour avoir le diplôme officiel. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de tout gérer en même temps, évidemment, parce qu'on a plein de trucs à gérer en même temps, mais il y a 2 choses que je note. Première chose, c'est que du coup, moi, je fais des petits sprints en mode pendant une semaine, je vais bombarder. Et c'est vrai que pendant genre 6 semaines, je vais rien faire du tout. Et donc, peut-être qu'il y a ça comme élément de réponse. Et deuxièmement, c'est que là, je l'ai fait financer avec mon CPF. Et je pense que déjà, le premier niveau, tu as le high ticket qui est peut-être un petit peu plus engagé. Après, tu as le low ticket qui est peu engagé. Mais alors, l'argent du CPF, c'est pas ton argent. Donc, je peux t'assurer que là. Free money. C'est clair. Enfin, c'est clair. Ça te fait moins mal en fait si tu vas pas. Parce que tu vois, il devrait y avoir un truc en mode si tu t'engages de l'argent du CPF mais que tu n'effectues pas la formation, c'est toi qui payes, tu vois, ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a des contrôles qui sont en train d'être faits parce que y a de l'argent qui a été dilapidé par le CPF. C'est un super argument de vente, mais c'est des différents niveaux. C'est fou. Et du coup, pourquoi on parle de ça? C'est simplement que ta formation, en fait, tu m'as pris par la main étape après étape et tu m'as fait faire les choses concrètement en me donnant des objectifs très clairs. Et je me rappelle faire ma première visite avec le téléphone qui tremble à la main et avec toi en vidéo call en mode tiens, le plafond il est comme ça, le sol il est comme ça, il y a un trou ici, je l'avais pas vu, tu vois, genre c'était très drôle. C'est ça. Et puis on a accompagné un paquet de gens par la main comme ça un petit peu pour faire les invests et puis ça s'est bien passé. C'était cool. C'était cool. Et puis la petite fierté, un petit moment égo, c'est essayer de voir tous les gens quelques mois ou quelques années après qui ont enchaîné, qui en ont refait d'autres, toi par exemple, où les invests se passent hyper bien. J'en ai eu certains qui ont revendu puis qui m'ont montré les chiffres à la revente, ils étaient trop contents et c'était leur meilleur invest de leur vie, quoi. Donc c'était cool. Typiquement, si demain je suis quelqu'un qui n'y connaît rien du tout en immobilier, j'ai envie de me lancer, ça serait quoi le système que tu conseillerais de mettre en place pour tu vois, arriver à un premier investissement par exemple ou autre? Alors déjà, ça va être de savoir si c'est un investissement locatif ou pour sa résidence principale. Alors, c'est vrai que les temps ont un peu changé avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Donc, l'argent pas cher, il coûte un peu plus cher. Mais il coûte toujours relativement peu cher quand même, surtout en période d'inflation, quand on compare à l'inflation. Mais ça va être de choisir un bon secteur, un bon bien, c'est-à-dire sur lequel il y a du potentiel, sur lequel on peut créer de la valeur potentiellement, et s'intéresser un petit peu au marché de l'immobilier. Il y a un marché, il y a des prix entre guillemets connus dans des résidences, dans des endroits, dans des emplacements, pas surpayer le bien.
peut-être essayer de le sous-payer. Alors, il faut essayer de mieux pricer que d'autres et potentiellement de créer de la valeur à un moment donné. Et il y a plein de façons de le faire. Mais la façon, entre guillemets, la plus évidente, c'est les travaux. Alors, ça fait peur à beaucoup de monde, mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me disent... donc le système, c'est grosso modo, tu essaies de payer un bien en dessous de ce qui coûte au marché, de le retravailler, de créer de la valeur et ensuite de le mettre en location ou en vente, quoi. Ce que j'entends beaucoup, et sur les questions que j'ai beaucoup, c'est ah ouais, mais je trouve pas les biens, ou alors tout est cher. Qu'est-ce que tu pourrais argumenter là-dessus ? C'est effectivement vrai que de base, tout est cher parce que en fait, les personnes qui vont pricer les biens, que ce soit les particuliers qui vont vendre ou des professionnels agents immobiliers, ils ont intérêt à pricer le plus élevé. Et entre le prix d'affichage et le prix final de vente, il y a souvent des deltas. Il y avait des petits deltas à un moment donné, il y a des plus gros deltas. Et on a des biens actuellement, moi sur lesquels j'ai fait des offres il y a 6 mois, il y a 1 an, qui sont toujours sur le marché, et le prix a bien baissé. On a fait des négos sur des prix importantes parfois, et ça finit des fois par passer. Donc, il ne faut pas s'arrêter au simple fait de « Ah, c'est cher, c'est super cher, etc. » Parce que des fois, il faut simplement tenter d'aller faire une offre, de l'expliquer et puis d'avancer. Concrètement, pour que les auditeurs se rendent compte, sur 100 biens que tu vas acheter, imaginons, il y en a combien que tu vas payer le vrai prix qui est affiché sur le Bon Coin ? Ça m'est arrivé, je pense... 1 ou 2 fois d'acheter au prix, mais parce que en fait déjà c'était le bon prix, en tout cas mon bon prix, et je voyais encore de la création de valeur, et voilà, et ça m'est arrivé quelques fois. Après, je dirais que sur la majorité des biens, il y a potentiellement de la négo, surtout en ce moment. Voilà, en ce moment, c'est une période où les acheteurs sont un peu plus, ont repris la main, et les vendeurs comprennent qu'il faut qu'ils puissent potentiellement lâcher un peu. C'est clair. Et il faut se dire qu'en gros, les biens qui vont avoir le plus de problématiques, si vous êtes capable de les régler, vous allez créer le plus de valeur et vous allez pouvoir les sous-payer et les revendre plus cher parce qu'il n'y a plus de problème. Et c'est pour ça que des biens nickel, clé en main, parfait, etc., comme moi j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on va faire les travaux, on va l'amener meublé, clé en main, vraiment revendre avec des travaux de quali. Toutes les problématiques ont été résolues quand on parle des diagnostics, etc., les diagnostics de performance énergétique, problèmes sur l'électricité, etc. Bon bref, toutes ces choses-là, on les a résolues et on vend clé en main. En fait, on n'a plus d'arguments en face pour négocier. Ouais, carrément. Et donc, en fait, on a enlevé toutes les objections possibles qu'on pourrait avoir. Donc, c'est le juste prix, quoi. C'est le juste prix à l'instant. C'est le vrai marché pour le coup. C'est une question de perspective, mais ouais. Et tu vois, ce que tu dis là, ça me fait vraiment penser même aux différents autres marchés d'investissement, tu vois, genre typiquement les crypto-monnaies. On embrasse d'ailleurs Caro qui est intervenu dans le podcast précédemment. C'est exactement au moment où personne n'a envie d'acheter qu'il y a des opportunités qui vont se créer. Tu vois, moi, je sais pas si tu te rappelles, mais quand j'ai acquis mes 2 biens, c'était pendant le confinement, en fait, et c'était le moment où on savait pas ce qui allait se passer économiquement, etc. Et c'est le moment où on peut faire des négos les plus agressifs possibles et trouver les meilleures affaires possibles, quoi. Donc, je trouve que prendre le contre-pied de ce que ferait quelqu'un de lambda, parfois, ça peut aussi créer des belles opportunités, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que moi je pense que l'année 2024 c'est une année où il va y avoir des opportunités. Alors, je suis pas Madame Irma à annoncer des trucs, mais en fait il y aura forcément un peu statistiquement des gens qui seront distress parce qu'ils ont besoin de vendre vite pour diverses raisons, professionnelles, personnelles ou autres, ou pas forcément de vendre vite mais juste de vendre, besoin de liquidité, puis il faut qu'il y ait des acheteurs en face. Donc en ce moment il y en a peut-être un peu moins de gens sont portés sur l'immobilier parce que ça fait plus peur, on dit attention, ça va s'écrouler. On a quand même besoin de se loger, c'est le besoin fondamental derrière, quoi. J'ai l'impression qu'on dit tout le temps que ça va se casser la gueule depuis des années et des années. Moi, quand j'ai acquis mes biens, même en 2019, ça devait déjà se casser la gueule. On en pense quoi de ça, genre Alors, c'est très variable. Alors, je parle en France parce que pour le coup, il y a des pays à l'international où il y a des grosses variations et des grosses fluctuations des prix de l'immobilier. En France, il y a eu des baisses de l'immobilier, il y a eu une crise 90, 95, 2008, peut-être ici en ce moment, mais là quand on regarde les prix pour l'instant, en tout cas à l'heure où on tourne ce podcast vidéo, c'est des baisses peut-être 10-12% en maximum, et c'est très disparate en fonction des villes. Si on parle de là où tu as investi, si on parle de villes côtières, si on parle de Paris, si on parle de Lyon ou Bordeaux, ou si on parle de la campagne complètement, c'est pas du tout les mêmes variations de prix. Il y a des villes où il y a eu des augmentations de prix, il y a des villes où il y a des stagnations, et il y a des villes où il y a des baisses. Et encore dans ce marché, ce sont que des moyennes,
Et si on va un peu plus dans la granularité avec des biens avec ou pas de travaux, des biens avec ou pas des bons DPE, des biens en campagne ou en ville, enfin, il y a vraiment beaucoup plus de critères pour affiner, mais il y a des biens qui ont vraiment perdu beaucoup de valeur et d'autres qui ont gardé, voire qui ont gagné de la valeur. Ok. C'est marrant, tu vois, encore une fois, si on fait un truc un peu standard dans la moyenne de ce que les gens pourraient faire, bah, évidemment, tu vas pas créer une grosse opportunité. Par contre, dès que tu vas chercher un petit peu plus loin, tu vois, à créer beaucoup de valeur, à trouver les biens qui sont un peu tout pourris, ou tu vois, que tu vas vraiment pousser le truc un peu plus loin, c'est là où, en fait, il va se créer des opportunités intéressantes, quoi. Ou des niches, hein. Ouais. Enfin, regarde ici. C'est clair. Les gens ne le voient peut-être pas s'ils écoutent le podcast, mais voilà, un studio Ouais. de podcast, il fallait avoir l'idée de trouver, de monter des studios de podcast. C'est clair. Et d'ailleurs, ça donne des idées. C'est à la fois un business, et en même temps, il y a peut-être quelque chose à faire avec la pierre autour de ce business. Ouais, complètement. J'ai une question, tu vois, je challenge un petit peu. On parle beaucoup de l'immobilier comme un business un peu passif. T'en penses quoi de ça? C'est mon métier, je peux pas dire ça. Non, parce que je fais ça en mode un peu énervé. Puis Bah ouais. c'est le taf, mais je pense que tu parles du locatif. Est-ce que c'est passif ou pas? Oui, tu vois, alors, c'est toujours un peu cette réflexion de se dire ouais, je vais faire un rendement passif. Il y a des euros qui vont tomber sur mon compte tous les mois sans que j'ai rien à faire. Je suis un peu mitigé, moi, perso, là-dessus. Tu as compris. Ouais, puis tu l'as expérimenté, donc tu le vois bien. Effectivement, la gestion locative, en fait, il faut se dire que tout se paye. Ouais. Et en fait, le rendement, il va payer un certain engagement, un certain risque, plus ou moins important. Le risque de ton investissement immobilier, c'est qu'il perde de la valeur, ou que ça fluctue, que tu n'es pas de locataire, ou que tu en es, etc. Et peut-être que tu as des problèmes à gérer ou pas. Et si tu veux enlever ce problème, c'est-à-dire tu veux déléguer ce problème à quelqu'un d'autre, tu vas le payer. Et tu vas le payer avec une agence de gestion locative, une conciergerie ou ce que tu veux. Et tu vas perdre ton rendement un petit peu. Mais par contre, si tu veux tout gérer, tu vas avoir plus de rewards et tu vas en donner moins à d'autres personnes, moins à des intermédiaires. Et oui, tu vas avoir des meilleurs rendements. Mais dire que l'immobilier, c'est passif, si vous avez peut-être un appartement, un local commercial loué à un super locataire, une entreprise qui reste là, qui paye tout, que tu n'as aucune charge, etc. Oui, c'est quasi passif. Par contre, le rendement, il va être un peu moindre que si tu veux faire de la location courte durée, type Airbnb ou autre, parce que tu vas avoir de la gestion et du turnover. Ou de la location meublée, parce que tu as des meubles, tu peux avoir de la casse, des choses comme ça, et du turnover aussi. Clairement. Donc en fait, en fonction de ton degré d'implication, tu peux avoir de plus ou moins bons rendements. Et ça, c'est assez bien pricé par le marché. Et d'ailleurs, les biens se revendent des fois au rendement. C'est-à-dire que tu vas acheter un rendement. Ok. Donc, tu achètes un truc clé en main, quoi. Tu peux acheter un truc clé en main. Donc, il y a des boîtes qui font ça. S'il y a des produits type ce qu'on appelle des SCPI, de la pierre papier, on achète des portefeuilles d'immeubles déjà gérés, etc. Et il y a un gestionnaire qui prélève des frais dessus, parce qu'il gère ça et il vous a amené ce deal tout fait, ces opérations tout faites, pas de prise de tête. Ouais, c'est clair. Donc en fait, on a de l'immobilier plus ou moins géré, sachant que plus on va en faire, souvent, meilleur sera le rendement. Ok, donc si je résume, on a une partie de plus ou moins emmerdante, on va dire, avec je gère ou pas, ou je délègue complètement, qui va générer une marge plus ou moins importante. Mais il y a aussi un éventail de possibilités de typologie d'investissement que tu vas pouvoir faire dans l'immobilier. Tout à fait. Exemple, je fais moi-même, ou alors je prends des parts dans une SCPI. Il y a beaucoup de crowdlending en ce moment, j'ai l'impression que c'est beaucoup à la mode. Ouais, en fait, on s'en sert pas mal, nous, en tant que marchand de biens. Donc, il y a de l'immobilier qu'on appelle fractionné, où on va acheter, c'est une forme de SCPI, mais c'est pas la même chose dans la réglementation, etc., où on va acheter des parts d'immobilier locatif. Ou alors, on va pouvoir aussi prêter, en tant qu'investisseur, à la réalisation de projets immobiliers. Et notamment de projets de marchand de biens ou de promotion immobilière, de construction ou de marchand de biens. Et nous, on se sert de ça en tant que marchand de biens, des fois, pour aller financer nos opérations, parce qu'on doit les acheter et les revendre. Alors, des fois, ça se fait très vite, mais malgré tout, il faut les acheter. Puis, si on les multiplie, il faut acheter beaucoup. Et donc, des fois, on a besoin... Et cash is king, on n'a pas forcément assez d'argent. Quand tu vas faire un emprunt auprès de particuliers comme ça compte comment? Est-ce que c'est comme si tu avais de l'argent en fonds perso, ou est-ce que c'est comme si tu empruntais de l'argent à une banque? Ma question derrière ça, c'est est-ce que tu peux profiter encore derrière de l'effet de levier de la banque? Ouais, on profite encore de l'effet de levier. Alors donc là, c'est vraiment côté opérateur. On appelle ça des opérateurs, donc des marchands de biens, des promoteurs. On va chercher ce qu'on appelle des quasi-fonds propres. Normalement, on a des fonds propres, c'est fonds à soi. On a des quasi-fonds propres qui sont des fonds de plateformes, d'obligations, etc. Qu'on utilise pour faire des opérations. Et ensuite, on va chercher en plus les fonds de la banque.
Ok. Et pour donner un peu des ratios, alors maintenant ça se rapproche pas mal de ce qui est en locatif. Alors avant en locatif, on pouvait emprunter avec 0%. On empruntait ce qu'on appelle à 110%. Donc on mettait 0. Ouais. La banque elle finissait l'achat, les notaires, les travaux, Exactement. tout. Et nous on faisait que encaisser au bout du compte. Et bon là ça a changé un peu. Maintenant elle demande 10, 15, 20%. Ok. Et nous déjà quand on était en activité pro marchand de biens, ils nous demandaient déjà 20%. Donc là ça se rapproche un petit peu de ce qui est demandé. Ok. Pareil, même question que tout à l'heure. Si je suis quelqu'un qui n'y connaît rien, j'avais vu, je sais pas, des investissements locatifs type crowdlending. Est-ce que ça serait quoi les pour et contre, tu vois, de mettre une pièce là-dessus? Alors on va avoir des rendements qui sont super sympas, Ouais. qui sont de l'ordre de 10 à 12% en Ok. ce moment. Ouais. Donc c'est brut. Hein. Donc après il y a de la flat tax ou du prélèvement 30%. libératoire. Donc voilà. Mais ça reste quand même des rendements assez intéressants sur des projets. Ça pourrait s'apparenter. En fait, il faut imaginer que c'est la même chose que de prêter à des boîtes ou à des entreprises plus classiques, pas dans l'immobilier. Ouais. La différence, à mon sens, c'est qu'il y a quand même une valeur de l'immobilier derrière, tout le temps là. Plus ou moins importante, mais tout le temps là. Ouais. Si vous prêtez à une start-up, il y a moyen qu'elle crame le cash. Les startups. Mais il y a moyen de faire des gros multiples aussi. Hein, Oui, et voilà. Donc, c'est pas le même investissement, etc. Puis, il faut regarder un peu le projet. Il y a des projets toutes les semaines qui sont financés. J'ai plus regardé là, mais j'ai plus les scores en tête en termes de collecte. Ouais. C'est des milliards qui sont collectés. Ouais, c'est ouf. Ouais. C'est vraiment beaucoup d'argent. Il y a des projets un peu partout. Donc, s'intéresser un peu au projet, où il est et qui est le porteur de projet. C'est-à-dire qui est la personne qui va gérer le projet. Ouais, ok, d'accord. Après, est-ce que les plateformes n'interviennent pas un peu comme un garant en mode bon, t'inquiète, ce projet il est cool. Oui, elles prennent pas n'importe quoi, parce qu'en fait, l'essentiel pour les plateformes, c'est la crédibilité, la confiance que les investisseurs vont donner dans la plateforme et que cette plateforme choisisse bien les projets. Okay. En fait, même des fois, les gens ils disent j'investis sur telle plateforme, peu importe le projet, parce qu'il est censé être carré. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, si je comprends bien, sur 100% d'un portefeuille, tu peux dire j'alloue un petit pourcentage à un immobilier en crowdinvesting, crowdlending. Ouais. Ok. Ouais, ça peut être une bonne solution de diversification. On peut détenir de l'immobilier en direct, on peut avoir des actions, des produits plus financiers, et puis des produits d'immobilier, mais un peu différents. Ok. Il y a plein de solutions. Ok, genre produits différents, c'est crowdlending du coup, c'est ça? Ouais. Okay. Alors crowdlending, c'est du crowd prêt avec alors maintenant ils parlent souvent de crowdfunding, mais crowdlending c'est aussi le même système. Voilà, crowdfunding. Il y a plein de plateformes. Tellement de choses. Aïe. Ça serait quoi, tu vois? Pourquoi t'as fait de l'immobilier? T'en as un peu parlé au démarrage, mais ça va faire notre transition vers le chapitre d'après, si tu veux, de cette interview. Mais finalement, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'immobilier? Je dirais pur hasard. Moi, personne ne fait de l'immobilier dans ma famille. Je me suis lancé sur recommandation de ma comptable. Je lui passe un big up. J'étais kiné dans une autre vie. Tu vois. J'avais mon activité. Quand j'ai commencé, on m'a dit fais gaffe, t'es profession libérale. Attention, tu n'auras pas de retraite, tu n'auras que dalle, etc. Prépare ta retraite. L'immobilier, c'est pas mal. Et moi, j'ai entendu ça et j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai mon beau-père qui avait fait des investissements aussi, et j'avais écouté un peu. Je me suis renseigné sur Internet, j'ai lu plein de trucs, et puis 1 an après avoir eu mon activité qui avait démarré, j'ai dit bon, j'achète. Et pour la petite anecdote, j'habitais à un 3e étage, il y avait un appart au 5e étage qui était en vente, le même que le mien. Et j'ai dit on va l'acheter, mais on va pas y habiter, on va le mettre en loc, parce que j'avais fait mes calculs, je m'étais dit putain mais ça a l'air de marcher là en fait, ça marche mieux, je gagne plus d'argent si j'utilise un crédit et que je mets un locataire versus je déménage moi et puis j'habite dedans. Et puis j'ai fait ça une fois, puis l'année après j'ai refait ça, puis encore après, et ainsi de suite. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans l'IMO. Donc en fait au démarrage c'est vraiment pour dire attention, j'aurai peut-être pas de retraite parce que je suis libéral et je me protège un peu quoi. C'était purement ça. Et me dire dans 20-25 ans, j'aurai un truc payé, ça sera trop bien. Et c'est parti de là, et puis finalement... En fait, voilà, c'est ça. Après tu as activé la case. Ouais, j'ai activé la case, et puis honnêtement, c'est hyper plaisant. Moi j'aime beaucoup cette activité-là en fait. La pierre, l'immobilier, la belle pierre, se balader. Enfin, on habite Paris, tu vois des bâtiments de fou, des belles rénovations, l'architecture, les emplacements, etc. Il y a vraiment des trucs très très sympas. Partout en France, hein, mais Paris... Ouais, Paris, c'est ouf. Et c'est vrai que j'en parle souvent dans le podcast, mais Paris, franchement, faut avoir vécu dans quand même pas mal de villes en France.
c'est ouf hein, quand tu compares à Grenoble. Alors désolé les Grenoblois, c'est quand même radicalement différent. Bon, pareil, on parle pas des Parisiens, mais Paris c'est ouf. Voilà. Paris sans les Parisiens, c'est top, quoi. Franchement, grave, pourquoi on les enlève pas? Je sais, Ben, aussi que tu te formes beaucoup sur toute la dynamique de développement personnel, enfin en tout cas de compréhension de toi et puis peut-être d'accélération de ta personne. Vas-y, explique-nous un petit peu comment tu es venu à toucher à tout ce qui est développement personnel. Moi, je me suis vachement intéressé au développement personnel par les bouquins, en fait, que je voyais, que je croisais, entre guillemets, à la Fnac. Tu te balades et puis tu vois des bouquins, tu fais c'est quoi ce machin, le titre un peu racoleur, putaclic, tout ça. Clair. Et puis, tu commences à lire 1, 2, 3 trucs. Maintenant, avec le recul, je me dirais que, et si je devais l'expliquer pourquoi je fais ça, pourquoi j'essaye de me développer, c'est de la même chose que pour le physique, en fait, et je le vois comme un pur continuum, c'est-à-dire que tu peux être en mauvaise santé, ou en santé neutre, ou être en bonne santé. Et passer de la mauvaise santé à l'état neutre, c'est quelque chose qu'on fait classiquement, mais on peut se développer aussi. Et c'est la même chose pour le psyché, ou le mental, ou ta vie. Et je me dis que en fait, on va apprendre des nouvelles choses, essayer de se développer, peut-être résoudre des problèmes, etc. Et puis avancer un petit peu dans sa vie, à se poser des questions qu'on ne se serait peut-être pas forcément posées. Okay. Je le vois pas comme une recette miracle, mais je le vois comme une aide pour avancer un peu sur le chemin, quoi. Ok. Typiquement, c'est quoi les livres qui t'ont provoqué une épiphanie tu t'es dit, waouh, trop stylé, quoi. Je me rappelle un des premiers livres que j'ai lu, c'était justement sur l'organisation. Ok, c'est marrant. Et le fait de poser des objectifs. Et je me rappelle, parce que j'avais gardé ce papier dans un vieux cahier, il fallait poser genre des objectifs à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, tu vois. Ouais. Et je m'étais mis des objectifs, je suis retombé quelques années après dessus, tu vois, genre 6-7 ans après. Ouais. Et j'ai fait... Putain, j'avais marqué ça, mais je voyais tout petit. Et ça allait beaucoup plus vite que ce que j'avais comme objectif. C'est un peu une sorte de bucket list, quoi, à faire. Et donc, ça, c'était assez marrant. Après, des livres qui m'ont marqué. Il y en a plein. Alors, je suis un grand fan des biographies. Ouais, moi aussi. Donc, il y a pas mal de biographies que j'aime bien. J'aurais pas un livre à recommander ou à dire. Après, si on en vient là, je dirais même qu'il y a un truc qui m'a marqué. Parce que moi, j'ai fait des séminaires ou des events. Ouais, carrément, j'allais venir. L'event qui m'a marqué, y en a plusieurs, mais j'ai fait un event avec Tony Robbins cet été. Waouh. Okay. le big boss, cool. ouais. Ouais. À l'américaine, le show. À l'américaine. T'as marché sur le feu? J'ai marché sur le feu. Firewalker. J'ai marché sur le feu. Un autre Français. J'ai fait un séminaire avec David Laroche, très cool aussi. Et donc, voilà, c'est des événements physiques, moi, je trouve, qui sont plus forts. Ils ancrent plus de trucs que les bouquins. Ouais. Après, j'ai fait un stage Wim Hof et puis c'était très très bien aussi. Ah, énorme, ok. Donc j'ai fait ce genre de choses un peu chelou. C'est marrant parce que tu vois, le développement personnel, c'est très galvaudé, il y a plein de mauvaise presse, etc. Pourtant, on est un peu la génération de développement personnel. D'ailleurs, tu en parles à nos parents en général. Aller voir le psy, par exemple, pour eux, c'était genre, si t'étais malade. On est beaucoup plus éveillés à tout ça, je pense, aujourd'hui. Et on a compris, en fait, qu'il fallait aller vite avec nous-mêmes, c'est-à-dire se développer nous-mêmes intellectuellement et physiquement pour pouvoir développer, par ailleurs, notre activité, notre travail, etc. C'est marrant. Comment tu procèdes? Donc, tu lis, tu vas à des conférences assez régulièrement. Enfin, c'est quoi un peu ton process? Est-ce que tu as déjà identifié une manière de faire pour te développer toi ou... Ouais, alors, en fait, tu peux lire autant de bouquins que tu veux si tu n'appliques rien ou que tu fais rien derrière. Ok. Déjà, ça marche pas. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que les events ou quand tu vas à des stages ou des séminaires ou des XY, ça peut être beaucoup plus facile d'implémenter parce qu'en fait, tu implémentes sur place, puis tu vis le truc, tu es dans le moment. Et donc, ça, c'est très cool pour ça. Sinon, en fait, moi, j'essaye quand même de pas partir dans l'ésotérisme pur et des trucs un peu chelou, parce qu'il y en a aussi à ce côté-là de développement personnel qui est un peu loin de mes convictions, même si j'ai pas de soucis vis-à-vis de ça, et de regarder un peu la science aussi derrière tout ça. Voilà. Donc je sais que tu as parlé déjà de bains froids, de trucs comme ça. Donc, c'est clair. Il y a de la science derrière les bains froids, il y a de la science derrière la méditation, il y a de la science derrière plein de trucs.
Et voilà. Ouais, après, J'essaye de rester, tu vois, un peu cadré par rapport à ça. Exactement, c'est ça, ça peut vraiment partir dans tous les sens. C'est vrai que j'aime bien, tu vois, quand c'est science-based, tu vois, genre, typiquement, les podcasts de Andrew Huberman sont intéressants, etc. Après, tu vois, je me ferme pas non plus parce que je me dis, je sais pas ce que je sais pas, donc il y a peut-être possibilité d'avoir d'autres perspectives qu'on n'en a pas conscience aujourd'hui, tu vois. Je suis pas sûr que les bains froids, on savait il y a 200 ans ou 300 ans que ça pouvait avoir des bienfaits pour la santé ou quoi, donc peut-être que pourquoi pas. Tu vois, on a reçu Maxime Barbier qui nous a parlé des psychédéliques notamment. J'ai raté l'épisode. Je sais pas encore écouter ça. Je pense qu'il les a parlé du bufo, de l'ayahuasca, enfin tu vois, de choses assez intéressantes et exploratoires, on va dire. J'ai des collègues qui ont fait des trucs à l'ayahuasca. Je crois qu'on a des collègues exploratoires. Assez exploratoire, mais ça a l'air, c'est assez. Pourquoi pas, quoi. Voilà. Pourquoi pas, carrément. Après, tu vois, j'ai l'impression qu'aussi la science est devenue un peu la nouvelle religion d'aujourd'hui, tu vois. Tout doit être basé sur la science. Et je crois, je ne sais plus qui disait ça, mais il y a des études scientifiques sur notamment le fitness qui sont faites par des étudiants, tu vois, en fitness. Et en fait, on se rend compte que les études elles-mêmes sont complètement biaisées juste pour prouver que l'étudiant a raison, in fine. Donc, tu vois, je pense qu'il y a des études qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes et se dire, peut-être regarder que les méta-analyses ou peut-être regarder, tu vois, je sais pas, autre chose. Mais... Non, mais je suis assez d'accord. Puis moi, j'étais dans le domaine de la santé avant. J'ai vu ce shift-là aussi, c'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup de l'intuition. Et, c'était une profession manuelle, j'étais kiné, assez manuel, machin. Et puis, c'est eu un shift complet dans la science, mais l'ultra-science, le scientisme même. C'est-à-dire tout ce qui n'était pas la science, il ne fallait plus le faire, etc. Je pense qu'il y a une voie un petit peu entre les deux. Se servir de la science pour avancer, mais il y a beaucoup d'intuitions qui sont nécessaires pour essayer de découvrir des nouvelles choses. Le manuel, le fait de faire, c'est aussi de la connaissance et de la science, même si ce n'est pas forcément ce qui est le plus plaisant, peut-être pour certains, de se dire qu'il faut se fier à son intuition. C'est un truc que je ne faisais plus du tout, même dans la vie de tous les jours. Tu oublies ça. En fait, il y a des choses qu'on a, etc. Je suis persuadé qu'on a on capte des choses, des signes, des signaux. Totalement. Avec les gens, avec les interactions qu'on a, et on a des feelings un petit peu. Et puis, de s'y fier, ça, c'est un truc que je fais plus qu'avant. Et écoute, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on a reçu, je sais pas s'il est paru à ce moment-là quand l'épisode paraît, mais on a reçu Fanny Nussbaum, qui est une chercheuse sur notamment le sujet de la performance. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est que les gens performants, déjà, c'est un état qui n'est pas continu, qui n'est pas tout le temps là. C'est des moments, tu es performant et d'autres moments, tu es moins performant. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que les gens qui sont hyper performants, ils sont basés notamment sur leur intuition. Ils ont une capacité à sentir les choses qui est largement supérieure aux gens lambda, tu vois. Et du coup, je trouve ça intéressant que tu dises ça, tu vois, de se reconnecter aux sensations, ce qu'on appelle en anglais le gut feeling, quoi, ce qu'on sent dans le beat, quoi. Complètement. Et pour le coup, dans les invests encore plus, quand tu le sens pas que ça va pas se passer, ou quand tu lances sur un projet, ou que ce mec-là, tu le dis, ou cette nana, ou peu importe, tu vois. Carrément. Je pense qu'il y a quelque chose, en fait. Et il y a peut-être des signaux qu'on n'a pas repérés et qu'on n'a pas verbalisés, mais il y a des signaux qui sont là, et que tu as détectés pour X ou Y raison. Exactement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je pense que ça, c'est un bon truc. Tu vois, genre en recrutement, c'est un peu ça, tu vois. Quand tu sens que ça ne va pas le faire, c'est pareil. Ouais, parce que peut-être que ton inconscient, il a repéré un truc, sans rentrer dans le truc perché complet, mais ton inconscient, il a repéré un truc, un geste, une façon de faire, un mot qui ne devait pas rentrer, ou le non-verbal, et tu n'arrives pas à le verbaliser, pourtant tu l'as perçu. Et... Ouais. Dans le même genre, est-ce que tu as lu la dernière biographie de Elon Musk, du coup ? Alors, pas la dernière. Ok. Pas encore, j'ai pas pu. Ok, alors il y a un épisode de Pauline Léniaud sur Book Club qui en parle, c'est le tout dernier. Ça m'a donné envie de le lire, et du coup, je l'ai lu. Et ouf, Isaacson, incroyable. Tu vois, genre, j'avais lu sa biographie de Steve Jobs déjà. Exceptionnel. Et du coup, ça fera peut-être le spoiler alert, l'objet d'un prochain book club de ce podcast. Pour autant, j'ai vraiment trop kiffé. Et d'ailleurs, donc Elon Musk, c'est un personnage à part entière, mais il se base énormément sur le côté gut feeling, intuition aussi. Donc, tu vois, c'est quelque chose qu'on retrouve ici aussi, quoi. Intéressant. Je vais lire cette nouvelle biographie. J'ai lu l'autre livre, mais ouais, je vais. Je l'ai même écouté, moi, sur Audible. Et franchement, le lecteur est très cool. Donc, je te recommande. Si jamais ça te chauffe. Moi, j'ai un pain, donc une problématique quand je veux me former. C'est que, tu vois, j'ai mes potes. Ils ont d'autres sujets que ce que je fais moi. Ils sont pas forcément ultra drivés sur le sujet de l'investissement, de développement personnel, etc. Enfin, comment tu fais pour t'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi et qui te tirent un peu vers le haut? Parce que tu vois, aujourd'hui, je me sens un peu seul, quoi, concrètement. Je te donne la version politiquement correcte ou la... un peu les deux, vas-y. Fonce. Alors, au début, j'essayais de convaincre un peu les gens autour. Ouais. Je me suis vite rendu compte que finalement,
Parler, c'est bien. Ouais. Agir, c'est mieux. Ok. Et donc, je le fais. Ouais. Quitte à te faire critiquer ou pas. Au début, ça te fait un peu chier, puis tu comprends pas trop. Puis, en fait, quand tu as lancé le truc et quand ça marche, ou quand ils voient des changements, la plupart des gens reviennent. Ah, mais Ok. en fait, qu'est-ce que c'est, etc. Ok. Et du coup, c'est pas ma petite victoire, parce qu'en fait, il n'y a pas de victoire là-dedans, tu vois, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, c'est-à-dire que au début, il y a des gens qui vont choisir d'en parler, puis ils vont se faire entre guillemets rejeter, ou ils vont dire on va leur dire c'est de la merde, ne fais pas ça, qu'est-ce que c'est ce Ouais, truc ouais. Et du coup, ils vont pas le faire. Mhm. C'est trop dommage. Ouais. Et donc maintenant, moi, quand j'ai une idée, je le fais. J'en parle Ok. un peu avant, tu vois. Ok. Et puis, j'ai divers retours, mais je passe quand même à l'action, je fais. Et puis ensuite, souvent les gens, ils reviennent et ils se questionnent. Ok. Les gens qui changent pas, les gens qui avancent pas, malheureusement, en fait, c'est qu'ils sont peut-être pas faits pour rester dans Dans ta vie. l'entourage trop proche. Ouais. Il y a des obligés, mais il y a de la famille, tout ça. Ouais, bien Mais sûr. on n'est pas obligé de les voir tout le temps ou de faire le reporting de tout. Ouais. Et sinon, pour s'entourer des bonnes personnes, il faut trouver des groupements, il faut trouver... et c'est ce qu'on vient chercher aussi des fois dans des accompagnements, dans des groupes, dans des masterminds, des groupes divers et variés, des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de communautés, style d'un podcast comme le tien ou quoi. Ouais. Tu vas avoir des gens qui ont envie de sortir un peu la tête de l'eau, quoi. Ouais, c'est clair. Et en fait, à chaque niveau, il y a des gens qui ont envie de sortir de la tête de l'eau, il y a des gens qui ont envie d'être meilleurs. Il y a un truc souvent qu'on dit, c'est que si t'es le plus intelligent de la pièce, c'est que t'es pas dans la bonne pièce. Ouais. Alors, à un moment donné, ça marche plus. Ouais, tu vois. c'est clair. Mais toujours d'essayer d'aller chercher un peu plus haut. Et il y a des gens qui comprennent pas forcément ça, mais c'est le principe vraiment des masterminds. Je sais Ouais. pas si tu connais. Ouais, complètement. Voilà, bon, les masterminds, on se dit, mais pourquoi je vais payer tant pour aller apprendre tel truc ou faire un week-end Mhm. En fait, parce que tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés Ouais, et qui c'est vont ça. peut-être te donner le petit truc qui va te tirer vers le haut. Ouais. Et puis, une fois que tu auras fini avec ce groupe-là, peut-être tu iras dans un autre. Et Pour les auditeurs, peut-être le mastermind, en gros, c'est tu te réunis avec des gens qui ont acheté une formation ou... ouais, alors pas Similaire. forcément, ça peut être des entrepreneurs, des salariés, peu importe. Enfin, tu vois, au niveau du statut, ça c'est peu importe. Mais c'est des gens qui ont envie de réfléchir en collectif à des problématiques et d'échanger Ok. sur leurs problèmes, de se former ensemble et puis de passer du bon temps. Et en Ouais. fait, ça se fait souvent dans des endroits assez sympas. Ouais. Il y a du boulot et l'après-boulot, c'est-à-dire le réseau, les discussions jusqu'à 2h du mat, l'idée qui va germer parce que tu as rencontré le mec qui sera ton futur associé, Ouais. des choses comme ça. Et ça peut se faire autant dans des séminaires que dans des masterminds comme ça, ou Carrément, dans des ouais. groupes avec des gens avec un sparring partner, quoi, Ouais, mais qui te tire exactement. vers le haut. C'est exactement ça, un sparring partner. Moi, tu vois, j'appelle ça un commitment buddy. Tu vois, j'ai Ouais. pas de pote avec qui je me dis, vas-y, mec, cette semaine, on se mettait l'objectif, et l'autre, si on n'arrive pas à atteindre les objectifs, tire dans les plumes de l'autre, tu vois. Et j'aimerais mettre en place quelque chose comme ça. Genre, je sais pas si ça devrait prendre le format d'une application, d'un Excel ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouverais ça intéressant qu'on arrive à identifier un groupe de 3, 4, 5, 6 potes et on se tire tous vers le haut. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, les objectifs que tu t'étais définis il y a quelques années sont très en dessous de ce que tu as effectivement réalisé. Ouais. Et je pense que ça marche aussi à la faveur des rencontres que tu as pu faire, etc. quoi. Ah, bien sûr, mais c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que tu as une vision et puis tu as une route et puis ta route elle se détourne un peu pour X, Ouais. Y raison, en bien comme en pas bien des fois. Ouais. Et puis tu finis rarement, enfin tu vois, si t'imagines Ouais. ta route, tu vois, elle s'élargit, tu finis pas forcément là où tu l'avais prévu. Ouais. Mais souvent quand tu es entouré des bonnes personnes, ça te tire vers le haut. C'est clair. Et entre guillemets, vers les mauvaises personnes, tu as des chances que ça te tire Ouais, un peu vers le bas ou que tu stagnes. Ça dégage. Je me rappelle d'un truc, là j'avais vu une infographie, je l'aime beaucoup celle-là, où c'était l'exponentielle 1,01 Ouais. et tu finis à je sais plus combien, Ouais, et c'est ça. 1 exponentielle 0,99 ou quelque chose comme ça, tu down. Ouais, Donc en fait, il faut pas grand-chose pour tous les jours exactement. te tirer vers le haut. Et ouais, tu vois, et imagine autour de toi si à l'époque où tu as défini tes objectifs, tu t'étais retrouvé avec des mecs ultra chauds ou des nanas ultra chaudes sur leur sujet, leur thématique qui se tirent vers le haut. Mais ça se trouve, tes résultats, ils auraient été encore 1000 fois supérieurs, quoi. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Peut-être après, il y a l'effet inverse aussi, c'est que si tu es avec des gens qui sont trop hauts, Ouais. Oui, c'est tu clair. sais pas comment. Ouais, c'est faire. trop. Tu vois une marche qui elle est trop haute. Ah ouais, c'est trop. Donc, tu Imagine. vois, moi, tu me mettrais avec des mecs Ouais, qui ont des boîtes et des business, Yes. des milliards. C'est pas la exactement. peine, tu vois. Ouais, c'est ça. Imagine, t'es dans la pièce avec un Yomi Denzel ou 5 Yomi Denzel. Bah, en fait, il y a tellement un gap énorme. Ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est compliqué, quoi. Tu pourras apprendre certaines choses, mais des fois, en fait, tu peux te mettre aussi, putain, mais qu'est-ce que je fous là Ouais. Imposteur. Ouais, c'est Et puis, non, mais j'y arriverai jamais. Ouais. Voilà. Donc, et ça à tout niveau, en fait. Et tout le monde se le dit à un niveau. Ouais. Et tout le monde se le dit quand il y a entre guillemets, la personne trop haute dans la pièce. Ouais, c'est ça.
J'ai lu une étude, je sais plus d'où c'est sorti, je crois que c'était dans le podcast Modern Wisdom que j'aime beaucoup. Il disait qu'il y avait 3 caractéristiques des gens qui sont vraiment top performers et au-dessus de la masse. Ok. Le premier truc, c'était un sentiment d'urgence énorme sur toute la vie. Donc bon, c'est pas forcément hyper agréable, mais pour autant ça. Le deuxième sujet, c'était un sentiment de supériorité. Tu vois, c'est genre en mode vraiment, il n'y a pas de complexe d'imposteur. Tu vois, genre tu te dis, je mérite en fait. Ok. Genre vraiment, je suis convaincu que je mérite. Et le troisième point, je l'ai oublié, mais rien qu'avec ces 2 premiers points, je pense que tu as un peu la perspective de la genre de personne que ça peut être, quoi. À la fois, tu as envie de mettre en place des choses hyper vite, tu te dis que je suis en retard, et d'un autre côté, c'est je mérite, tu vois. Donc derrière, ça déroule, quoi. Ouais, j'aime bien. Je suis en retard, j'aime bien. Ouais. Ouais. En fait, dès que je trouve un truc, moi, je vais Ouais, le c'est faire, ça. tu vois. Je vais le faire. Et justement, tu vois, genre, je suis exactement comme ça, moi aussi, je suis hyper obsessionnel, tu vois. Je vous donne un exemple, il y a 1 an, j'ai regardé, je sais pas, des centaines de milliers peut-être de TikTok de ménage. Genre, je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'en ai marre d'avoir un appart qui est mal rangé, qui est sale. Spoiler alert pour les auditeurs, il est toujours mal rangé. Et, bon, peut-être pas sale, mais mal rangé. J'ai un appart d'ado. Mais en fait, je me suis pris d'obsession pour à quelle fréquence il faut faire le ménage, etc., etc. Enfin, tu vois, quel est le process pour nettoyer telle partie de la maison. Enfin bref, tout ça. C'est exactement pareil pour le marathon. D'ailleurs, tu en as couru un aussi, je crois. Yes. Où j'ai ingénierisé toutes les étapes, les équipements, les trucs. Et en fait, quand je commence à rentrer sur un sujet, bam, c'est énorme, je regarde tout. Ça a des défauts, notamment le fait de plus laisser de place pour le reste qui peut se passer dans ta vie. Ouais. Comment tu gères ça, toi, de ton côté? Au début, ça se passait presque mal, tu vois, parce qu'en fait, je pouvais passer d'une obsession à l'autre. Et entre guillemets, un truc qui avait rien à voir. Voilà. J'ai fait la pêche à l'aimant aussi, tu vois. Ouais, moi, c'est la détection de métaux sur la plage, tu vois. Donc, chacun son truc, tu vois. Mais en ce moment, je me suis mis au Krav Maga, je veux faire des trucs à fond, tu vois. C'est énorme. Et puis, en fait, ça a été ça, mais c'est ce qui m'a drivé, qui a amené à chaque fois que je fasse des périodes. Et en fait, ce qui me faisait peur à un moment donné, j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir rester dans le même truc et que c'était un peu un problème. En fait, maintenant, c'est ok. Moi, je sais que je suis un obsessionnel, mais temporaire. Ok. Je switch. Tu vois, une première carrière dans l'activité de kiné, puis maintenant dans l'immobilier, peut-être un autre jour, ça sera autre chose. Et c'est pareil dans le sport. J'étais aussi obsessionnel du crossfit, et puis j'ai été obsessionnel avant du hand, et puis maintenant j'ai découvert le Krav, je trouve ça cool, puis il y aura peut-être autre chose après, quoi. Et c'est ok. Donc je suis très focus, mais pendant une petite période de temps. Et après je peux changer. Ça, comment tu le fais rentrer dans ta vie, tu vois? Je sais que je suis un peu comme ça, tu vois, aussi, notamment dans la perspective pro, tu vois, où genre je vais être obsédé par un taf, et puis après je vais vite m'ennuyer. Tu vois, il y a quand même des sujets, notamment le taf par exemple, où ça doit s'inscrire dans un temps un peu plus long. Ouais. Comment tu fais toi pour gérer ça de ton côté? Là, j'ai trouvé une activité qui est pas mal parce que on évolue au projet, projet par projet. Ouais. Ce qui fait qu'il y a toujours du nouveau. Et donc, du coup, tu as la nouveauté dans une activité qui est similaire. Donc, c'est jamais la même chose. Okay. Je me rends compte avec le temps que faire une activité qui est toujours la même avec peut-être des nouvelles personnes ou autres, et qui a plus cette nouveauté, c'est un truc qui me manquerait. Ouais. Donc maintenant, en fait, je pense que si je fais ce genre d'activité, je le sais en avance que au bout d'un moment, faudra switcher. Yeah, okay. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc j'aime bien le process de création, de lancement, etc., mais de la nouveauté. Intéressant. Ok. J'espère que dans les auditeurs, il y a des gens qui se reconnaissent un petit peu dans ce mode de fonctionnement. En tout cas, moi, ça me parle, ça résonne énormément. Je crois savoir qu'il y a aussi des moments où il y avait un petit peu plus de down chez toi. Malgré, tu vois, j'ai l'impression que tu es quand même blindé un petit peu, tu vois, intellectuellement, où tu vas avoir des sujets de passion, tu vas te nourrir régulièrement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où ça va moins bien, par exemple? J'ai eu une phase de burn-out / dépression. Il y a... au moment de l'arrivée de ma fille, donc c'était en fin 2019, début 2020. Ça a duré un petit moment. D'ailleurs, on avait pu évoquer ça ensemble. Hein. J'ai écouté ton épisode d'ailleurs, le SAD. Exactement. Voilà. Honoré. Qu'est-ce qui a fait ça? Je pense que mais quand on revient au développement personnel, d'aller consulter des pros, d'aller discuter. J'étais dans mon continuum, tu vois, dans la phase mauvaise santé, et je suis revenu à une santé mentale neutre, voire maintenant high. Et en fait, ce que j'ai pas mal appris dans cette période-là, c'est justement cette histoire d'intuition, de se fier un peu plus à ses intuitions.
et accepter pas mal de choses auxquelles j'avais pas forcément réfléchi en fait. Puis des fois, c'est comme quand tu te fais une tendinite ou tu te pètes un muscle ou quoi que ce soit, tu as dépassé un peu les limites de ce qui était entendable, tu te fais soigner, puis tu vas bien, et ensuite tu fais en sorte que ça revienne pas. Et c'est dans ce sens-là que je disais que tu essaies de développer un peu. Alors je crois que j'ai divagué de ta question. Non, t'inquiète, c'est cool. En gros, mais qu'est-ce qui pourrait faire que ça aille moins bien? Honnêtement, maintenant et en ce moment, c'est variable. Hein. De toute façon, c'est toujours quelque chose qui est comme une courbe qui bouge un petit peu. C'est pas un encéphalogramme plat. Mais actuellement, tant que je me remplis entre guillemets d'activité physique, de culture, voilà, que je m'interroge sur des choses et que j'ai des nouveaux projets. Et que ma vie perso est relativement stable, il n'y a pas d'éléments gravissimes ou quoi que ce soit, ça va plutôt bien, voire même très bien. Et donc ça, c'est très cool. Et donc d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont dans une période de down, sachez que ça peut aller hyper bien. Et moi, je le dis, cette période de down, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée d'ailleurs. Waouh, ok. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert plein de trucs en fait. Je me suis un peu plus découvert. C'est la crise existentielle de la quarantaine que j'ai fait un peu plus tôt, quoi. Et peut-être que plus tôt on l'a fait, mieux c'est. Ouais. Probable. Ouais. Puis j'ai plutôt bien rebondi, tu vois. Enfin, voilà. T'as rebondi, je l'ai vu comme un rebond, hein. Je l'ai vu comme un rebond. Alors quand il était, c'est pas rigolo. Non, parce que bon voilà, c'est pas la grande forme, ni physique ni mentale. Et je pense qu'il y a vraiment un truc. Et d'ailleurs, je suis certain qu'il y a des hacks qu'on n'a pas encore là, mais dans le physique pour améliorer le mental. Ah ouais. Ouais, je suis sûr. Ouais. Genre, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Genre, je le vois, j'en ai pas mal discuté avec des pros de santé, des psychiatres et des psys, et qui ont cette intuition, pareil, qu'il y a quelque chose, mais qu'on n'a pas encore compris le lien direct. Qu'il y a beaucoup plus peut-être de chimie ou ça, c'est que juste du mental. On peut reparler de l'ayahuasca, etc. Peut-être, non, mais ça fait partie des choses, mais finalement, c'est de la chimie, ça aussi. Ouais. Tu vois, c'est complètement, tu vois. Alors, on peut faire une petite digression, mais je sais pas si tu sais pourquoi ça n'a pas été exploré, ce sujet-là. L'ayahuasca en lui-même ? Ouais, l'ayahuasca, mais même, tu vois, les psychédéliques globalement. Non, je sais pas vraiment. Je crois que c'est dans les années 70, il me semble, alors je me ferai peut-être corriger par les auditeurs, mais il me semble que c'était le président Reagan aux États-Unis qui disait en fait qu'il y avait deux possibilités. Soit on continuait de développer des tests sur les psychédéliques, les champignons, etc., psilocybine, etc. Soit on continuait à développer tout ce qui était pharmaceutique avec antidépresseurs. Et en fait, tout ce qui était LSD, etc., était très assimilé au mouvement hippie, qui était contre le président actuel des États-Unis. Et donc, en fait, le président a décidé on dégage cette partie-là, parce qu'on est contre la hippie, et on favorise le côté pharmaceutique. Et c'est aujourd'hui, on traite notamment la dépression par de la pharmacie, et non pas par d'autres voies exploratoires qui reviennent aujourd'hui énormément sur le devant de la scène. Et il y a des bouquins qui en parlent, j'en ai vu, je crois, l'année dernière, qui font des essais extrêmement prometteurs, avec par exemple de la MDMA qui est faite par dose hyper contrôlée en laboratoire, qui peut déclencher en fait des connexions neuronales qui étaient désactivées en fait parce que les personnes étaient en dépression, etc. Enfin, je te le fais résumer un petit peu en mode neurosciences, mais c'est assez ouf. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on va découvrir. De toute façon, c'est une pathologie entre guillemets d'avenir parce que c'est de plus en plus. Et je suis certain que c'est quand même pas pour rien que c'est lié à beaucoup de la sédentarité aussi. Ouais. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Ouais. Ça, c'est ouf. Hein. Franchement, c'est clair. Je le dis toujours, c'est genre aller marcher dehors, quoi. Même sans. Tu sais qu'il y a un nouveau mot qui a été créé par je crois que c'est la génération Z, je sais pas comment on les appelle, mais qui est le silent walking. Okay. Genre, ça veut dire que tu marches sans avoir de téléphone et sans avoir rien dans les oreilles. Mais c'est incroyable. C'est là où tu as les meilleures idées. Enfin, on en parle souvent. Enfin, et puis tu le fais régulièrement, je crois. Moi, j'adore ça aussi. Ou courir comme ça, sans rien faire et rien penser. En fait, c'est à ce moment-là que tu penses. Complètement. Dans le cerveau, ça fait ça. Et puis, moi, c'est... Je me rappelle des fois où quand je n'étais pas au top, j'allais courir dans le bois de Boulogne et avec... Alors j'avais un peu de musique mais que j'écoutais pas. Ou même des podcasts que tu n'écoutes pas. En fait, t'es juste ailleurs. Je suis d'accord. Ça, c'est ouf. Très, très... Voilà. Mais t'imagines qu'il y a un mot qui a été créé pour juste dire je fais marcher, quoi. C'est incroyable. Non, ça m'a fait mourir de rire. Le niveau, il est un peu en baisse d'activité physique. Ça, c'est clair. De ouf. Quand tu vois que la moyenne, je crois, américaine, c'est moins de 3000 pas par jour. C'est assez ouf. Hein. D'ailleurs, je vous challenge, chers auditeurs, ouvrez l'application santé et regardez à l'année dernière combien vous avez fait de pas par jour. Faites à peu près x3 et puis a priori vous serez moins sédentaire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, moi j'ai pas tout le temps le téléphone quand je fais le sport. Du coup, ça compte pas les pas, c'est chier. C'est pour ça que j'ai une montre. C'est pas mal. Exactement. J'avais une chose que je voulais te dire. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave.
Je voulais du coup passer en dernier sujet sur le sujet de l'enfance. T'étais comment quand t'étais enfant, Ben? Quel type Mes d'enfant? parents vont pas qu'ils écoutent ce podcast. Non, j'étais un peu fou déjà. Ouais. Assez. J'aimais bien faire des blagues et faire des conneries surtout. Ouais. J'avais des bonnes notes à l'école, je travaillais bien. Ok. Mais j'étais le petit con. Ok. J'étais le petit con. Voire le gros con. Donc les profs me détestaient un peu. Ah ouais. Parce que je foutais un peu le why, je parlais pas mal, etc. J'arrivais pas trop à rester concentré. Tu vois, pareil, depuis tout à l'heure, je change de position comme ça dans ce siège-là. Hyperactif. Un petit peu hyperactif. Donc voilà. Mais assez bon élève. Ouais. Ok. T'as eu quoi comme genre d'éducation? Strict, pas strict? Moi, j'ai une famille de profs, donc des parents profs. Éducation classique. Fallait bien travailler à l'école, mais j'étais assez libre de faire un peu ce que je voulais. Une adolescence d'ado classique, joue un peu aux jeux vidéo, etc. Obsessionnel ou pas? Ah, quand j'ai joué, ouais. Comme un peu tout, tu vois. Enfin, voilà. Donc, j'avais le sport pas mal, j'avais pas mal de sport. Mais j'ai eu pas mal de phases, ouais. J'ai eu une période où j'ai joué aux échecs à fond. Ah ouais. Après, j'ai fait pas mal de jeux vidéo et pas mal de hand pour jouer, ouais. Ok. Et alors, la question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu détestes perdre ou est-ce que tu adores gagner? Putain, je savais que tu allais me la poser. Bah oui. Il fallait que tu me la poses. Il fallait que Parce je la pose. Pour le coup, la première fois que j'ai écouté ton podcast et j'ai entendu cette question, j'ai fait putain, il a hacké un truc là. Moi, je déteste perdre. Ok. Je déteste perdre, putain. Désolé pour les insultes, les gros mots. Non, je déteste ça. Il faut pas jouer aux jeux de société avec moi. Okay. Je vais tout faire pour tricher, pour gagner. Pareil. Non, et pour le coup, en fait, gagner, finalement, je m'en fous un peu. Tu vois. Ah, juste, je veux pas perdre. C'est marrant, ça. C'est marrant. J'arrive pas encore à dessiner de théorie là-dessus, mais il y a quand même 80% des gens qui. Mais j'ai entendu dans ton podcast, il y a que des mecs qui détestent perdre. À chaque fois, je dis putain, lui, il va dire qu'il aime bien gagner, peut-être. Ouais. Non, déteste perdre, moi aussi. C'est marrant. Hein. Ouais. Il y a quelques personnes qui aiment gagner. Et souvent, c'est ceux qui sont en train de lancer leur business en général. Ok. Mais du coup, qui sont très axés valeur, création de valeur. Mais la plupart détestent perdre, sont très mauvais. Parce que après, je pense qu'il y a un truc sur l'histoire du chemin, tu vois. Moi, je pense dans le chemin, tu vois, de pas perdre, ça veut dire que tu es toujours sur le chemin. Ouais. Et versus, quand tu veux gagner, juste, t'as gagné, tu fais quoi après, tu vois. Ouais, c'est clair. Finalement, je suis d'accord. Le plaisir de la gagne, bon, c'est bien, mais ça dure pas. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais PE, moi, je trouve que c'est important de perdre parce que quand tu perds, t'apprends. Oui, ça veut pas dire que tu vas pas perdre, de détester perdre. Exactement. Genre... On déteste perdre. On déteste perdre, mais on déteste perdre juste. Mais Ah, voilà. Voilà. C'est tout. Écoute, on arrive à la fin de cet échange qui était fort agréable. Comment tu résumerais un peu l'échange, toi? C'était très divers. On a parlé de choses et d'autres. Comment je le résumerais? En quelques mots ou en quelques phrases? Fais ce que tu veux, on a un peu de temps. Ouais. On a un peu de temps, ouais. Non, mais je trouve que c'est intéressant de se questionner un peu sur, et le titre de ton podcast, sur les systèmes, qu'est-ce qui fait que, et pas juste être en mode automatique. Ouais. Donc de mettre un peu plus de conscience sur qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça marche chez les uns, chez les autres, ou ça marche pas. Et ça veut pas dire que ça se transpose aux uns aux autres, mais d'essayer de comprendre un peu les uns et les autres, comment ils fonctionnent, et puis de prendre des idées, et puis que ça puisse essayer d'inspirer ou d'inciter des gens à faire des choses en fait, de leur vie. Moi, je suis un pur épicurien, je kiffe la life. Et je pense qu'elle est relativement courte. Hein. Je ne veux pas faire pleurer qui que ce soit, tu vois, c'est pas le but, mais elle est relativement courte. S'il y a des gens qui ont des rêves, qui les accomplissent et qui fassent des choses qui les font kiffer, tu vois. Moi, je suis trop triste de voir des gens qui kiffent pas leur life et qui font pas des choses qui leur fait vibrer, quoi. Donc, que tu partes à l'autre bout du monde dans quelques mois et que c'est le projet de ta life. Aïe. C'est super bien et que les gens ils montent des boîtes où ils soient salariés, où ils fassent leur travail, quel que soit le travail ou leur passion, etc. Bah, c'est trop bien en fait, juste que les gens soient épanouis et heureux, c'est le truc le plus important. Ouais. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup un truc de... Il faut s'autoriser à se sentir libre de faire d'autres trucs, tu vois. Genre, on est beaucoup dans le métro, boulot de dos, mais on se dit pas que potentiellement on peut rajouter une activité d'immobilier en side project, tu vois. Ouais. C'est tout bête, il faut avoir le déclic, je pense. Et il faut effectivement déjà se l'autoriser. Il faut... des fois, il faut avoir pas trop la peur d'échouer. Ouais. Mais souvent, ça renvoie... C'est pour ça que, tu vois, encore, je reviens au dev perso, mais s'interroger sur le pourquoi des choses, tu vois. Ouais. Pourquoi je fais pas ça?
J'ai peur d'échouer, mais pourquoi en fait? C'est quoi le problème d'échouer? Ouais, mais on va dire que je suis un con, on va dire que je suis nul, ou machin, ou mes parents, ou ma soeur, mon frère, mon conjoint. Ouais, quand t'arrives à passer de ça, tu fais plus de trucs, je pense. C'est clair. C'est ouf à quel point on vit la vie pour les autres, quoi. Des fois, c'est un peu triste d'ailleurs, à tel point. Surtout avec cette génération de réseaux sociaux. Ouais, c'est abusé. Tu vois, genre, ce que je disais, je sais plus à qui d'ailleurs, j'ai bloqué mes applications de 21h à 17h pour me laisser quand même une petite liberté entre 17h et 21h, tu vois, de pouvoir faire ce que je veux. Mais c'est tentant, quoi. Il y a vraiment un business de l'attention de ouf, quoi. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Pardon, mais c'est trop bon. C'est vrai, c'est vrai. Pour faire écho à la pub de Chaussée aux modes. Ouais, je vois très bien. Pardon, mais c'est trop bon. L'économie de l'attention, c'est un truc de ouf. Ouais. Aïe. Préservez-nous. De votre vie, les gars. C'est clair. J'ai plus de data, mais je crois que tu passes un nombre incalculable de jours devant ton téléphone. C'est assez affolant, quoi. T'imagines? Je me suis fait peur la dernière fois parce que j'ai regardé le nombre de fois où j'avais déverrouillé et unlock l'application, regardé les mails. Aïe. J'ai fait oui, j'ai encore du boulot. Tu vois, typiquement, ça, c'est un truc que j'arrive pas à mettre en place. Tu vois, normalement, tu dois avoir un time blocking de, je sais pas, à 14h, à 15h, où tu traites tes mails. J'arrive pas à le faire, tu vois. Genre, j'ai toujours le réflexe de, je vais dégager les mails au fur et à mesure de la journée, quoi. Moi aussi. Aïe, c'est compliqué, cette histoire. Il reste du boulot. Le système n'est pas en place. Il va falloir que tu trouves un mec qui a réussi à mettre en place. Ouais, c'est clair. Et puis... Exactement. T'as un système quand même, toi, tu vois, qui se répète un peu tous les jours ou pas? Qui se répète un peu tous les jours. J'aime bien me lever avant tout le monde. Ouais. Quand c'est un peu calme, tranquille, etc. Boire le petit café et me mettre en place la journée. Mais je le fais même la veille. Voilà. Ma journée de boulot. Et puis, j'aime bien repenser ou revoir la veille au soir la journée du lendemain. Ok. Ça, c'est le seul truc que j'ai vu qui est vraiment important, tu vois. Regardez, ouais. Pas pour anticiper le truc, mais pour être cadré. Je sais que c'est ça. Trop bien. Voilà. Trop cool. Merci Ben. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux ou quoi que ce soit? Sur Insta, je suis vraiment très peu actif. Je fais quelques stories sur mon activité. Ouais. Sur LinkedIn aussi. Ouais, sur LinkedIn, pas mal. Où on fait des posts régulièrement. Puis éventuellement par mail s'il y a besoin, contact, tu verras avec toi. Trop bien. Éditeur, avec plaisir. Merci, c'était trop cool. Merci à toi, bravo pour ce projet de plus et puis continue bien et je te souhaite longue vie pour ce podcast. Il faut que j'ai du contenu pour mes runs, mes déplacements et mes journées ou mes déplacements à droite à gauche. Merci à toi. Inspirez-vous, chers auditeurs, pendant vos 10 000 pas, pendant vos runs, pendant tout ce que vous voulez. Écoutez Système. Écoutez la douce voix de PE. Exactement, donc je peux faire un petit ASMR dans l'oreille. Merci beaucoup Ben, mes petites beautés. Je vous dis une excellente semaine. On se dit à la semaine prochaine. Et encore une fois, je pense que ce podcast était plein de valeur. Donc si vous voulez vous prendre quelques secondes, mettez 5 étoiles, mettez sur Spotify, sur Apple Podcast. Et voilà, ça nous aide beaucoup. Ça me permet d'avoir des personnes incroyables comme Ben sur le podcast. Et voilà quoi. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao. À plus.